Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici l'actualité du jour. Gambia Yaradonkié, l'époque des femmes gambiennes, a pour mission depuis 6 ans de participer au développement économique de la Gambie dans le domaine de la santé et de la petite enfance, afin d'améliorer les conditions de travail du personnel soignant et d'améliorer les conditions de vie des patients au sein des hôpitaux partenaires en Gambie, organise des actions humanitaires tout au long de l'année afin de répondre aux besoins de ces hôpitaux. Nous faisons une nouvelle fois de plus un appel aux dons pour nos actions trimestrielles. Toutes vos donations sont les bienvenues, notamment des fournitures de soins, des équipements médicaux et des vêtements pour bébés en bon état. Pour en savoir un peu plus sur l'association et pour nous soutenir, rendez-vous directement sur nos réseaux sociaux. Nous sommes le mardi 7 avril, il est 18 h. Nous recevons Jean Sora. Alors installez-vous bien confortablement, passez un agréable moment avec les Lionnes en débat. L'émission commence maintenant. Générique. Votre nouveau rendez-vous, les Lionnes en débat, parce que les héros portent aussi des talons. Une émission dédiée à l'entrepreneuriat, au leadership et à l'investissement, décryptant également des sujets de société qui font l'actualité en présence d'invités de qualité. Pour voir ou revoir nos émissions, rendez-vous directement sur la page YouTube de l'émission. Et pour m'accompagner, je suis entourée de mes héroïnes, que des numéros 10 dans ma team. Je demande Tako Kamara, la fondatrice de la marque Les Huiles Mamie. À mes côtés également, notre make-up artiste Fatou Soukouna, fondatrice de la marque Aswan Beauty. On poursuit avec notre coach en parentalité positive, Bénédicte Djangani, bien équipé, vous en saurez pourquoi dans quelques instants. Et pour finir, Magali Boudab, apporteuse d'affaires, de métier et passionnée par la naturopathie. Et notre invité du jour, il s'agit de Jean Sora, ma griotte gambienne. Bienvenue à toi et sans plus attendre, l'heure de l'interview a sonné. Jingle. Alors Jean comment ça va? Ça va bien, merci. Alors merci d'être là. Alors Jean Sora, Madame Diabaté, franco-gambienne, griotte, originaire du village de Sotouma, Séré, près de Bassé, côté papa, et de Doban Kunda, près de Bansang, du côté de ta maman. C'est ça. Donc tu es là pour la promotion de ton concert qui aura lieu le vendredi 10 avril. À Le Tillet. Donc déjà, dans un premier temps, la première question que j'aimerais te poser, dans quel état d'esprit es-tu et quel a été le déclic pour faire ce concert? Alors déjà, bonjour à tous. Bonjour. Donc voilà, moi, le déclic, ça fait un moment que j'y pense. Je me dis que je suis la première griotte qui est née ici, gambienne en tout cas. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire un événement culturel et montrer aussi aux gens qui sont en Afrique qu'on peut être né en France, à l'Occident, et de suivre ses racines, de suivre sa culture. Donc voilà, depuis toute petite, j'ai suivi les traces de mes parents. Donc je me suis dit, pourquoi pas montrer ça au monde entier. Voilà, j'ai fait plusieurs événements, mais un événement vraiment à moi, c'est la première fois. Donc ça fait longtemps que j'y pense et bon, après, je me suis dit, 2026, là, on va essayer de faire quelque chose. C'est très bien, c'est cool. Et quelle relation entretiens-tu avec ton public? Est-ce que leur retour influence ton travail? Si, ça influence beaucoup parce que c'est vrai que j'ai, depuis plusieurs années, presque plus de 15 ans, je fais des prestations, mariage, baptême. Donc les gens ils me disent toujours, mais pourquoi tu ne fais pas de concert? Pourquoi tu ne fais pas un album? Tu fais des singles, mais pourquoi tu fais un single et tu repars 2-3 ans, tu reviens? Donc essaye de faire quelque chose et on va venir. Donc on m'a toujours dit ça, donc je me suis dit, bon, pourquoi pas? Et là, voilà, c'est arrivé. Hein, c'est 10 moins quelques jours, donc voilà. Donc Exactement. là, Alors la parole est à Bénédicte, on t'écoute.
Oui, tu exerces une profession qui me fascine et m'intéresse sincèrement. Et du coup, quand je pense au mot griotte, j'entends Afrique, ancestralité, tradition. Du coup, ça m'intrigue. Comment on transmet ce savoir? Comment ça se déroule généralement? Alors, le griotisme, on est avec, les griots le disent, on est griot, on ne le On devient ne pas. devient pas. Ouais, parce que c'est dans le sang. Mhm. Moi, mes parents sont griots, mes grands-parents sont griots, mes arrière-grands-parents sont griots, donc ça se transmet par le sang. Hmm. Donc voilà, après, il y a artiste et il y a griot. Donc moi, je suis griotte, ma mère est griotte, mon père est griot. Et voilà, Ok. je suis comme vous avez vu, mon mari aussi, c'est un griot. Donc après, voilà, j'ai été bercé dedans, quoi. Pourrais-tu choisir trois mots qui expriment ce que tu ressens lorsque tu es en train d'exercer ta profession, ta passion, le griotisme? Alors, amour, culture et tradition. Voilà. Parce que surtout la tradition, j'aurais dû commencer par ça déjà. Parce que le griotisme, c'est, on peut dire, comme les journalistes d'aujourd'hui. Parce que les griots sont ceux qui transmettent l'histoire. Hmm. L'histoire des familles, Hmm. l'histoire d'un peuple. Avant, les griots, c'était ceux qui pouvaient réunir deux présidents en guerre, deux Wow. pays en guerre, deux villages en guerre. C'était ceux qui pouvaient finir la guerre. Donc, les griots, ils ont une très grande place dans la société africaine. Une sorte de médiateur? Exactement. Waouh. Voilà. Ok. Dans les familles Dans notamment. les familles, même dans les pays, parce que deux présidents, quand ils sont en conflit, c'est la seule personne qui peut parler devant les présidents, bah, c'est le griot. Autrefois, en tout cas. Parce Ouais. que, voilà. Mais c'est le griot qui peut parler pour dire la vérité à un président en lui disant non, t'as pas raison, tu dois te comporter comme ça et c'est comme ça. Parce que c'est la tradition. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. On poursuit avec Magali. Oui, donc bienvenue. Merci. Merci d'être parmi nous. Moi, j'aurais voulu savoir quel était le message que vous voulez laisser avec votre musique. Bah, le message, ben, déjà, ce côté griotisme, parce que j'ai pas envie que ça se perde. Parce que nos parents, nos grands-parents, ils sont nés en Afrique, mais nous, on est nés ici. Et j'ai pas envie que ça se perde parce que je me dis que aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes de mon âge qui savent pas ce qui est le griotisme. Et aujourd'hui, le griotisme, il a pris une autre tournure. Parce que moi, je suis sur les réseaux sociaux, je vois ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Des fois, je vois des commentaires, des gens qui disent « Ah, les griots et tout, ils viennent, c'est pour l'argent. » Alors que c'est pas que ça. L'argent, bon, après, le griotisme, c'est une tradition, mais c'est aussi un métier. Donc, mais ce que je veux montrer, ce que je veux montrer aujourd'hui aux gens de ma génération, en tout cas, c'est que aujourd'hui, le griotisme, depuis hier, c'était une tradition. Aujourd'hui encore, c'est une tradition. C'est pas qu'une question d'argent. Aujourd'hui, chaque famille a son griot. Chaque famille a son griot. Aujourd'hui, peut-être, on peut aimer une personne en disant que oui, j'aime bien cette personne, j'aime bien comment elle chante, mais il y a toujours le griot de famille. Quand il y a les mariages, quand il y a les baptêmes, c'est le griot de famille qu'on va appeler. D'accord. Et c'est lui qui va être là avant les autres griots qui vont arriver après. Donc, j'ai vraiment envie de montrer ce côté tradition aux gens de ma génération et montrer que oui, on est des griots, mais j'ai envie de passer ce message aux gens de ma génération surtout, aux gens qui sont nés ici comme moi. Et pourquoi pas même, parce que moi j'ai des enfants, aujourd'hui je transmets ce griotisme à mes enfants parce qu'ils sont griots aussi. Mhm. Voilà. D'accord. Je voulais savoir du coup quel était le morceau qui vous ressemble le plus et pourquoi. Alors, le morceau qui me ressemble le plus, c'est Serafolo, un morceau que j'ai chanté, parce que c'est toute une histoire. Serafolo, c'est la première fille d'une famille. Euh, Aujourd'hui, je vous raconte cette histoire. Je ne suis pas la première fille de ma mère, mais je suis la première fille de ma mère parce que la première fille de ma mère, elle est décédée. Elle avait 8 mois. Donc après, c'est moi, j'ai pris ce rôle-là. Donc j'ai pris ce rôle de grande sœur.
qui m'a beaucoup affecté durant mon adolescence parce que je me disais, oui, si j'avais ma grande sœur, j'aurais pu lui parler de mes petits soucis. Mais ce poids-là, c'est tombé sur moi, mes petits frères, mes petites sœurs. Il y a quelque temps, ma mère elle est tombée malade. Et c'est à partir de ce jour-là que j'ai vraiment vu que ouais, c'est quoi le rôle d'une sérapholos, c'est quoi le rôle d'une première dans une famille. Parce que tout le monde se reposait sur moi. Mon père n'était pas là, il était en Afrique. Et quand ma mère elle est tombée malade, mes petits frères et sœurs, tout le monde se reposait sur moi. Et c'est vraiment un poids. On n'a pas l'impression, mais d'être la première fille d'une famille, c'est pas facile. C'est pas évident. C'est pas du tout facile parce que tu es l'exemple. T'es l'exemple de la famille. Tu dois pas faire quelque chose de travers parce que tout le monde te regarde, tout le monde suit tes pas, tout le monde suit le chemin que toi tu vas prendre. Donc c'est vraiment pas facile. Donc c'est pour ça que le son Sérafolo, il vient de là. Aujourd'hui, c'est moi la Sérafolo, c'est moi la première fille de ma mère. Et je l'ai chanté, j'ai composé ce son durant ce moment-là, en disant que c'est vraiment pas facile d'être une sérafolo. Dans la chanson, je dis que quand tu es une sérafolo, il faut avoir de l'endurance, de la patience. Surtout, ouais. Surtout. Il faut avoir de la patience parce que on ne peut pas se mettre au même niveau que ceux qui sont après nous. Voilà, il faut avoir de la patience parce que quand tu as des petits frères et des petites sœurs, c'est pas facile. Après la maman, c'est toi. Après le papa aussi, c'est toi. Donc, voilà, ce son, il est arrivé de là. Et aussi des premières dames. Voilà, des premières dames parce que c'est la même chose. Et la première femme d'un homme aussi, tu es la sérafolo de la famille. Voilà, donc ce son est arrivé de là. Et c'est vraiment cette chanson qui me ressemble le plus. Et qui nous ressemble le plus. C'est une responsabilité, mais c'est une bonne chose d'être sérafolo parce que ça vous permet de vous changer, ça vous permet d'avoir un caractère, exactement. Ça vous permet d'être battante, parce que moi je suis sérafolo aussi, et je me dis que si j'avais pas été sérafolo, j'aurais pas le caractère que j'ai. Donc je pense qu'il y a beaucoup de points positifs d'avoir ce rôle-là. Et puis même pour tes frères et tes sœurs, je pense que c'est positif. C'est clair. Et puis surtout, en général, les sérafolos, ils prennent un peu les traits de caractère de la maman. Donc c'est positif. C'est vrai. C'est vrai que ça m'a forgé et je suis devenue une femme battante, une femme indépendante et je me suis toujours battue pour ce que j'aime et ce que je veux. Donc aujourd'hui, voilà, me voilà. Et je pense qu'on a tous ce côté sérafolo dans notre... Voilà, on a tous ce caractère et des femmes fortes. Donc voilà. Alors on poursuit avec Fatou ? Oui, moi je suis vraiment... je suis déjà agréablement surprise d'entendre finalement toutes ces réponses, puisque moi qui suis aussi une enfant qui est née et grandie ici, on se reconnaît aussi beaucoup à ton discours. Je suis aussi maman et j'ai aussi des enfants comme toi. Je voulais savoir quelle est l'organisation que tu as mis en place pour justement te permettre de vivre de ta passion en tant que griotte. Comment tu t'organises avec les enfants ? Ça, Dieu merci, j'ai ma mère qui est là. J'ai ma petite sœur, aujourd'hui qui est mariée, mais avant qu'elle se marie, c'était elle la deuxième, on va dire, c'était elle la maman des enfants. Parce que c'est vrai que je voyageais beaucoup. Là, ça va mieux parce que, je voyage de moins en moins parce qu'avec les enfants, c'est pas facile. Mais c'est vrai que je voyageais beaucoup et c'était elle qui était là pour les enfants, qui gardait les enfants à chaque fois. Et ça me permettait de vivre de ma passion. D'accord. Voilà. Donc se reposer sur des proches, la famille éventuellement. Les tatas. Parce que les tatas. Les tatas, hein. Les tatas mondiales. Les tatas, elles ont aussi un sacré rôle. Et on les remercie au passage. Et la dernière question que j'ai, c'est quels sont les conseils que tu donnerais à celles qui sont sérafolo, comme à celles qui ne sont pas sérafolo, pour atteindre leurs objectifs et leurs rêves? D'être patiente et d'être courageuse. Parce que tout ce qu'on fait dans cette vie, il faut avoir le courage, ne pas écouter les gens, vraiment fermer les yeux et avancer. Surtout. De construire vraiment son leadership. C'est ça. Et de ne pas se laisser influencer par ce que les gens peuvent dire parfois.
parce que c'est vrai que partout, hein, quand on a des projets, parfois les proches ne sont pas forcément d'accord. Ils s'inquiètent, hein, des fois c'est des questions de sécurité. Et c'est difficile parfois de se positionner entre... Il y a des personnes qui s'inquiètent vraiment. Est-ce que je me lance? Est-ce que je me lance pas? Donc toi, tu dirais plutôt gardez courage et armez-vous de patience. Continuez dans votre direction. C'est ça. Meilleur conseil. Merci beaucoup. Je t'en prie. Alors, en ce qui concerne ta créativité, tu es plutôt dans l'instinct ou tu es plutôt dans la réflexion? Réflexion. Ouais, je réfléchis beaucoup et je demande beaucoup de conseils, surtout à mon mari. Parce que c'est un musicien et il a beaucoup voyagé niveau musique. Je lui demande beaucoup de conseils, je parle beaucoup avec lui. Et c'est vrai que je réfléchis beaucoup. Bon, après, c'est un petit défaut aussi de ma part parce que voilà, je réfléchis beaucoup. Mais il est de bons conseils, donc je demande beaucoup de conseils. Et... Aujourd'hui, c'est quelque part un pilier pour toi, ton mari. Oui, parce que j'ai commencé à chanter avant de le connaître, mais depuis notre rencontre, ça a beaucoup changé. Ouais. J'ai beaucoup changé, j'ai beaucoup évolué, j'ai beaucoup grandi. Donc, il est toujours de bons conseils et il m'a toujours soutenu dans tout ce que je fais. Donc, il m'a toujours soutenu. Donc, je le remercie au passage. Hein. Voilà. On poursuit avec Taco. Dis-moi, à partir de quel moment tu as compris que tu avais passé un cap vers le succès? Et qu'est-ce qui a changé dans ta vie? À partir du moment où je recevais plusieurs appels, tu peux venir à mon mariage, tu peux venir à mon baptême. Sinon, je reporte. Donc, j'ai eu ça. Mais surtout, il y a un événement qui m'a marqué. En 2014, j'ai été appelé pour chanter au tirage au sort de la CAN. Donc, c'est quelque chose qui m'a marqué. À partir de là, je me suis dit, ah ouais, je suis quelqu'un. Donc, Donc, je pense qu'à partir de cet événement-là, parce que j'avais déjà fait des événements, en 2009, j'ai chanté au festival panafricain en Algérie. Mais ça, c'était en direct sur la télé. Il y avait des millions de personnes qui ont regardé. Il y avait le président de la Guinée équatoriale, le président de la CAN. Et là, je me suis dit, ouais. Et pourtant, c'était une personne qui m'a invité, qui ne me connaissait pas du tout, qui m'a vu sur les réseaux. Et là, il m'a dit, ouais, en fait, tu dégages quelque chose, tu chantes bien, tu as la tradition en toi. Donc, il m'a invité, on s'est vu à l'aéroport d'ailleurs. Et grâce à une connaissance aussi que je salue, Ousmane Kouyaté. Donc, on est parti. Et on ne nous a pas dit que c'était déjà en direct. Je suis arrivé et voilà. Aux côtés de Feu Mani Dibango. Déjà, sérieux? Bravo. Donc, déjà, ça, je me suis dit, ouais, j'avoue, là, c'est une autre étape. Donc, voilà. Donc, dans une industrie qui est difficile pour les femmes africaines, comment tu as pu construire ton succès et qu'est-ce qui a été ta force? Ma force, mon mari, que je dis encore, parce que c'est pas facile d'être une femme, même dans la musique, hein, c'est vraiment difficile. Mais ça a été ma force parce que je l'ai rencontré, je commençais, j'avais déjà commencé, mais vraiment professionnellement, je commençais. Donc, il m'a aidé. D'ailleurs, il a commencé à me dire, oui, il faut que tu rentres en studio, il faut que tu commences à faire quelque chose, tu as la capacité. Et après, comme on dit, quand tu es une femme, quand tu as quelqu'un devant toi, j'étais un peu intouchable. Ouais. Voilà, j'étais un peu intouchable parce que on ne pouvait pas me faire quelque chose, parce que c'est difficile en tant que femme, même pour évoluer dans chaque domaine. Hein. C'est très difficile. Mais il a été là, il m'a soutenu. Et voilà, c'était vraiment une armure. J'étais intouchable, on ne la touche pas et elle avance dans sa musique tranquillement. Voilà. Donc ton mari est ton bouclier alors. Oui, exactement. Et tu auras un message à lui transmettre aujourd'hui? Merci. Merci, oui. Merci d'être là. Merci d'être l'homme qu'il est. Parce que
Musicalement, franchement, j'ai vu l'évolution, ma famille aussi. Et même mes amis qui m'ont connu à mes débuts, ils ont vu l'évolution aujourd'hui. Déjà, l'évolution aujourd'hui, je me dis, je vais faire un concert, quoi. Donc, déjà, c'est quelque chose. C'est pas rien. Donc, je pense que s'il n'était pas là, j'aurais pas pu, je pense. J'aurais abandonné depuis longtemps parce que c'était dur. Des fois, je lui dis, je ne vais pas y arriver. Et il me dit non, bien sûr, tu vas y arriver. Donc, voilà. Là, des fois, même moi, je suis fatigué. Il me dit, ouais, moi, je vais aller au studio, je vais aller continuer. Tu vas y arriver. Là, même là, à quelques jours du concert, le stress monte. Le stress monte. Ouais, le stress monte parce que c'est pas facile. Je me dis, devant des gens, est-ce qu'il y aura du monde? Est-ce qu'il n'y aura pas de monde? Je ne sais pas comment ça va se passer. Et lui, il me dit, même s'il y a une personne, tu vas prester, c'est ton concert, c'est ton jour. Donc après, avec des conseils comme ça, on ne peut que avancer la tête haute, en fait. On viendra te soutenir. Mais il y a un débat. N'hésitez pas à prendre vos places. Hein. C'est ça. Il faut commencer à prendre les places le 10 avril. Hein, si le 10 avril. Le 10 avril. Ouais. Alors, sur ces mots, place au quiz IAM. Jingle. Alors, le quiz IAM est un jeu d'identification. Donc, du coup, je vais vous donner quelques indices. À vous de trouver la personnalité influente concernée. Est-ce que vous êtes prête? Parfait. Oui, on est prête. En 1991, j'ai cofondé le groupe Idéal J. En 2007, j'ai soutenu publiquement Ségolène Royal pour les élections présidentielles. I am Kerry James. Bravo. Sérieux? C'est quel... Je suis engagée pour l'émancipation et la réussite des jeunes issus des quartiers populaires car on n'est pas condamné à l'échec à travers le mouvement banlieusard. Je suis rappeur, acteur et réalisateur. Je m'appelle Alix Mathurin. Qui suis-je? Kerry James. Banlieusard 3 disponible sur Netflix. On poursuit. En 1974, je suis nommée ministre de la Santé par le président Valéry Giscard d'Estaing. De 2001 à 2007, je préside la Fondation pour la mémoire de la Shoah, dont je suis par la suite présidente d'honneur. Un lycée professionnel dans la ville de Pantin porte mon nom. Simone Veil. I am Simone Veil. C'est la bonne réponse? Ouais, c'est la bonne réponse. Alors, on poursuit. Je suis une femme d'affaires, avocate, productrice et mannequin. Selon Forbes, ma fortune est estimée à 1,7 milliard de dollars en 2025. Le 2 octobre 2016, j'ai été victime de vol sous la menace d'une arme à feu dans l'appartement. Oui. I am... La bimbo, là, comment elle s'appelle? Je sais pas. Mais c'est pas une réponse. Si, l'américaine, là. Son nom? Kim Kardashian. Ah non, C'est pas elle? non, Mais ouais, parce qu'elle a dit avocate. C'est pas elle? c'est elle, mais sauf que... Mais elle n'est pas avocate. Mais Si, 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 maintenant, elle elle est est avocate. avocate. Maintenant. Ah Ah, j'ai oui, pas c'est suivi, ok. vrai. Mais elle n'avait pas échoué son... Non, elle a réussi. Alors, pour clôturer le quiz IAM, alors parmi les valeurs de Léona, la liberté, l'engagement, l'organisation, la renaissance, la nouveauté et l'ambition, laquelle de ces valeurs colle à la crinière de ces personnalités? Tu peux répéter. J'ai pas compris. Parmi les valeurs de Léona, la liberté, l'engagement, l'organisation, la renaissance, la nouveauté et l'ambition, laquelle de ces valeurs colle à la crinière à ces personnalités publiques? L'engagement. Je pense que, La en tout cas, créativité. pour la part de Kerry James, après, je ne sais pas si on doit dire par thématique, par nom, mais pour Kerry James, l'engagement et, tu avais dit autre chose, l'engagement et la liberté. Moi, j'aurais dit engagement, pareil. Ouais, hein. c'est l'engagement. Ouais, C'est l'engagement. Mais ma réponse, c'était pas l'engagement. Bah, si. Et vous pouvez en citer de leurs engagements? Kerry James, déjà, je pense que
il a contribué aussi par son engagement. Eliezer est fier de l'être. Je trouve que c'est un étendard qui est assez important parce que beaucoup de jeunes de banlieue ont pu s'identifier à ce qu'il a dit et ça leur a apporté quand même beaucoup plus de perspectives, de courage et ils se sont sentis reconnus. Et ce sentiment de reconnaissance, je pense que c'est une marque dans l'engagement de Kerry James. Kim Kardashian, il a fallu quand même de l'engagement. Quoi qu'on en pense, certes, c'est quand même une personnalité de la télé-réalité initialement, mais par la suite, elle a quand même montré son engagement dans le fait qu'elle voulait devenir avocate il y a quelques années. Je vous fais pas un dessin, beaucoup ont rigolé. Oui, et aujourd'hui, elle est avocate. Et elle a réussi. Donc c'est aussi à travers l'engagement. Et pour terminer, Simone Veil, aussi par son engagement, par ses prises de position, qui ont fait d'elle justement la femme forte qu'on connaît tous, qu'on a tous connue aujourd'hui. Donc voilà, je reste bien sur l'engagement et je pense que c'est vraiment un étendard qui regroupe nos trois personnalités politiques. Et on est d'accord avec toi. Nos trois personnalités publiques en tout cas. Ouais. Exactement. Très bien. Donc du coup, merci les filles pour ce premier de rien. De rien. Alors le dose du jour est demandé. Jingle. Du jour par Taco. On t'écoute. De quoi va-t-on parler? Nous allons parler de santé et de bien-être, plus particulièrement de la fatigue. Il faut savoir qu'il existe deux fatigues. La fatigue liée au physique, avec un manque de fer, donc qui est une anémie, et la deuxième fatigue qui est une fatigue mentale, qui est nerveuse, qui est liée au manque de magnésium. Alors, les filles, dites-moi, est-ce que vous êtes déjà arrivé de dormir et de vous réveiller plus fatigué que la veille? Bien sûr. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de prendre les escaliers et d'arriver essoufflé? Ou même d'avoir des vertiges dans la journée? Assez régulièrement, j'irai. Alors, je vous informe que vous êtes anémié. Vous avez un manque de fer. Fatigue liée au magnésium est une fatigue qui est nerveuse, où vous allez avoir le stress, vous allez être irrité, vous allez également avoir des crampes, et vous allez même avoir du mal à dormir. Ça, c'est une fatigue qui est liée au manque de magnésium. Alors, je vais vous donner quelques chiffres pour que vous puissiez comprendre. Il faut savoir qu'une femme sur 4 dans le monde est en manque de fer. En France, jusqu'à 30% des femmes en âge de procréer est en manque de fer également. Par rapport au magnésium, il faut savoir que 70 à 80% de la population serait également en manque. C'est pour vous dire qu'on est tous concernés. On peut être concerné par le fer, par le manque de fer, comme être concerné par le manque de magnésium, ou peut-être les deux. Okay. Voilà. On entend souvent qu'il faut consommer 5 fruits et légumes par jour. Ce n'est pas anodin, parce qu'en fait, on a besoin de vitamines, de minéraux, pour que le corps puisse fonctionner. C'est pour ça qu'il est important de se supplémenter. Quand je dis supplémenter, c'est de prendre du magnésium, ou du fer en complément alimentaire. Parce qu'en fait, il y a deux choses qui sont importantes dans les compléments alimentaires quand vous les prenez. Il y a deux éléments. Il y a la forme et il y a également le dosage. La forme qui est importante, c'est la forme glyciginate ou liposomale. Et au niveau du dosage, il faudrait prendre du fer qui est, surtout en France, dosé à 14 mg. À l'étranger, ça peut aller jusqu'à 25 mg. Mais voilà, donc c'est les deux dosages qu'on a en général en complément alimentaire que vous pouvez avoir par exemple là dans ce fer-là. Celui-là, il est dosé à 25 mg, mais ceux de France sont dosés à 14 mg. Concernant le magnésium, il faut savoir que le magnésium intervient sur 260 fonctions du corps, donc on a besoin du magnésium pour fonctionner tout simplement, et il faut qu'il soit dosé à 360 mg aussi, pour pouvoir sentir les effets. En général, on conseille de prendre un complément le matin et un autre l'après-midi. D'où l'importance de se complémenter, de se supplémenter, je vais dire. Alors, il faut savoir que dans le fer, en fait, le fer, pour qu'il puisse être absorbé dans le corps, il a besoin d'être complémenté avec de la vitamine C. Souvent, je conseille à mes clients
de prendre le fer accompagné des jus de mamie pour pouvoir accompagner l'absorption du fer, parce que pour absorber le fer, on a besoin de vitamine C. La composition, vous allez avoir du gingembre, l'ananas, les 2 citrons, donc il va être riche en vitamine C. Accompagné de la vitamine C, le fer va être fixé. Par rapport à le magnésium, il est important d'accompagner votre magnésium avec l'hibiscus, parce que l'hibiscus est un antioxydant et il va être aussi un apaisant et un anti-stress. Donc les deux accompagnés ensemble, vont vous détendre et vous permettre de bien dormir. Donc pour conclure, il faut savoir que quand on est fatigué, c'est un message pour pouvoir se supplémenter. C'est un sujet qui est assez intéressant et qui est parfois méconnu. J'avais une question par rapport à ça. Est-ce que certains types d'origine ou de nationalité sont un peu plus exposés ou pas du tout? Si, globalement, les femmes, on va dire les femmes noires, les femmes noires sont très sujettes à l'anémie pour plusieurs raisons. Parfois, elles ont des fibromes. Donc, les fibromes vont absorber, récupérer le sang. Donc forcément, quand vous avez plus de sang ou quand vous en perdez beaucoup pendant vos menstrues, vous avez une perte de sang et forcément votre hémoglobine est basse. Donc forcément, vous êtes anémié. Donc oui, effectivement, les femmes noires sont concernées par cette anémie. J'avais une question au sujet justement de l'anémie pour les femmes donc africaines. Je voulais savoir si c'était pas lié à la consommation de kaolin. Parce que je sais qu'elles sont sujettes à ça. Effectivement, alors, c'est un cercle vicieux parce qu'en fait, quand on est en manque de fer, quand on est anémié, on a la maladie de Pica. En fait, on a envie de manger tout ce qui est pierre, kaolin. En fait, c'est un cercle vicieux. Vous allez manger de la pierre, vous allez manger du kaolin, vous n'allez pas absorber, votre corps ne va pas absorber les minéraux et les compléments que vous allez absorber. Donc forcément, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire, plus vous allez manger du kaolin, plus votre ferritine va baisser, votre hémoglobine va baisser, et plus vous allez être en carence. En fait, c'est vraiment un cercle vicieux. Donc en fait, vous mangez du kaolin parce que vous êtes anémié. Il y a une addiction, il me semble. Et après, ça devient une addiction où vous avez du mal à en sortir. Effectivement, c'est un fléau. Ok. Après, il faut quand même le souligner que les compléments peuvent aider, mais ne remplacent pas l'hygiène de vie. Ah oui, alors c'est pour ça que tout à l'heure je disais qu'il fallait manger 5 fruits et légumes par jour. C'est important de bien manger. Et puis après, faut savoir aussi qu'aujourd'hui, on mange fast-food, on mange beaucoup de repas transformés. Et surtout, par rapport à nos anciens, nos fruits et légumes sont pauvres également. Donc, c'est pour ça qu'une hygiène de vie est importante, mais la supplémentation va beaucoup nous aider. Et c'est pour ça qu'il faut, je pense que tout Français, toute femme et homme, doit se supplémenter. C'est important, en tout cas, de prendre le magnésium. Parce qu'il faut savoir que le magnésium, il intervient sur 260 fonctions du corps. Et le fait d'en prendre, et puis surtout, le magnésium, c'est le seul complément qu'on peut prendre toute l'année sans arrêt. C'est la question que je voulais te poser. Voilà, c'est important de se supplémenter en magnésium pour pouvoir travailler et surtout s'apaiser, parce qu'on est dans un monde où on est toujours stressé, et le fait d'avoir un manque de magnésium va accentuer le stress, l'irritabilité et le manque de sommeil. Et si vous ne dormez pas, vous êtes encore plus irrité. Et ça vous fatigue encore plus et forcément, ça met votre corps en danger et les fonctions également en danger. Donc, c'est important de se supplémenter. Après, le fer, quand on manque du fer, on va dire que c'est une maladie. Mais le magnésium, tout le monde doit se supplémenter. Dès l'âge de 15 ans, il faut se supplémenter en magnésium. En tout cas, le message, c'est prenez soin de vous et de votre santé. C'est super important. Oui. Merci à toi, Taco. Merci. Sur ce, une pause sans pause avec Scène Numérique. Jingle.
On poursuit l'émission en direction du Sénégal avec notre coup de cœur du jour, la société Sen Numérique fondée par Ibrahim Sen. Alors, la passe D est à toi, Bénédicte. Merci. Et oui, je vous emmène au pays de la Teranga, avec la marque Sen Numérique qui a pour slogan la créativité qui vous rend visible. C'est une agence spécialisée en communication graphique, impression et sérigraphie et d'autres prestations comme la découpe laser ou bien encore l'enseigne lumineuse ou j'en passe, papier, vinyle, bâche, il y a tout. Le fondateur est donc Ibrahima Séné, qui a travaillé dans les plus grandes entreprises sénégalaises au niveau de la communication et de l'impression. Créativité et professionnalisme sont donc au cœur de leur engagement. Je vais ensuite vous montrer, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est assez moderne. Regardez-moi ce thermos. À l'image de qui? C'est beau. C'est nous. Eh oui, vraiment, c'est une expertise au service de votre image. Alors, je vais montrer encore. Regardez-moi par exemple ce sac. Les lionnes en débat. Ouais. C'est innovant, à forte valeur ajoutée. Et ils essayent vraiment de nous mettre en lumière selon nos goûts. Et je trouve qu'ils le font plutôt bien. Regardez là encore les lionnes en débat. Là, cette fois-ci, c'est le cahier. On a tout. Vous voyez même, imaginons que vous avez un petit entretien et clé USB. Non, super, j'aime beaucoup. Et je montre encore, par exemple, ce magnifique t-shirt floqué. Non, pas floqué, c'est la sérigraphie, justement. Et c'est une meilleure qualité. Exactement. Voilà, par exemple. Donc, moi, je trouve que c'est du très bon travail. Et en plus de cela, l'objectif de M. Ibrahima Séné, c'est quand même de devenir l'un des plus grands acteurs du numérique au Sénégal. Et il a aussi d'autres projets, comme des projets immobiliers. Donc, passe décisive pour vous, mesdames. Il a 33 ans, est célibataire et sans enfant. Je dis ça, je dis rien. Vous pouvez donc les trouver sur les réseaux sociaux, Insta, TikTok et j'en passe. Et donc, n'hésitez pas, comme on dit. Un grand merci à toi, Bénédicte. On compte sur vous, notamment la diaspora sénégalaise, participer au développement économique du Sénégal en faisant appel à Sen Numérique. Merci encore, Bénédicte, pour cette séquence de qualité. On poursuit l'émission avec le débat du jour. Ça va chauffer. Jingle. Le débat du jour est sur les dérives autour du football amateur. Donc, certains parents ont une obsession, faire de leur enfant le prochain Kylian Mbappé. Le documentaire « Tu seras pro mon fils » disponible sur Canal+, suit plusieurs jeunes passionnés de football qui ont pour rêve de se professionnaliser. Documentaire produit et réalisé par Mélissa Theriot et Laure Grandjean avec l'aide du papa de Kylian, Wilfried Mbappé. Alors, en tant que coach en parentalité, Bénédicte, quel regard portes-tu sur ce fléau? Alors, premièrement, moi, ce que je trouve intéressant dans ce projet Mbappé, bien qu'il y ait des dérives, moi, je vais me concentrer sur le côté positif avant tout. L'implication des parents est importante dans tout ce qui est éducation, activités extrascolaires. Plus les parents sont impliqués et plus il y a de bons résultats chez les enfants. Épanouis, estime de soi et surtout le lien parent-enfant. Enfin, je trouve que pour cela, il n'y a rien de mieux. Maintenant, concernant les dérives, c'est vrai que ça part en vrille. Entre les violences, entre la pression que ressentent les enfants, entre aussi... moi, je tiens à le dire, ayant une casquette de... j'interviens lorsque des élèves sont exclus au collège, décrochage scolaire. Beaucoup de jeunes me disent « j'ai envie d'être footballeur, j'ai envie d'être footballeur ». Je leur dis « c'est super, mais imaginons qu'un jour, ligament, je ne sais pas comment on appelle ça. Ligament croisé. Merci, fracture haute, qu'est-ce que tu feras ?» C'est là où, normalement, l'école et le sport doivent être de pair. Et c'est vrai qu'on a souvent des jeunes déconnectés qui sont vraiment axés que sur leur passion. Et c'est cool, tant mieux. Mais
il faut quand même se dire que oui, le sport, c'est ta passion, ça peut être aussi un métier, mais avoir un plan B ou un plan A. Parce que souvent, on dit plan B, mais ça devrait être normalement le plan A, pouvoir en fait être instruit et ensuite savoir si je vais vivre de ma passion ou pas. Donc, moi, vraiment, là-dessus, c'est parfois ce transfert aussi. Quand j'y transfère, c'est-à-dire des parents qui n'ont pas pu réaliser leurs rêves et qui se disent... ils le projettent sur leurs enfants. On sera champion. Et l'enfant, je veux juste jouer, moi. Mais on sera champion parce qu'en gros, c'était son rêve à lui. Et je trouve que ça prend des fois un peu trop d'ampleur. Pour moi, pour ma part, après, vous me direz, vous, ce que vous en pensez. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les enfants, ils sont aussi déconnectés du présent. Oui, ils sont tout le temps dans le futur. Ils sont dans l'après, dans le futur. Donc, oui. Moi, je pense qu'il y a juste une chose sur laquelle je voulais réagir. Pas seulement en tant qu'éducatrice initialement, parce que j'ai une formation d'éducatrice spécialisée, c'est surtout en fait d'être au clair en tant que parent sur ses ambitions personnelles et les capacités et la réalité adaptée à son enfant. D'accord ? Et là, parfois, quand on parle de dérive, ça me fait penser à des parents qui n'ont pas tout à fait fait le deuil de ce qu'ils voulaient faire eux-mêmes et qui vont se mettre à vivre à travers la volonté, leur volonté en tout cas, la faire vivre à travers l'enfant. Et c'est ce qui occasionne parfois une incompatibilité. C'est-à-dire que l'enfant, il est tellement morcelé dans tout ça, entre lui, ses propres capacités, son champ de vision à son niveau, ce qu'il veut lui, parce que finalement, on l'exclut lui en quelque sorte. C'est vrai. On l'exclut complètement. Qu'est-ce qu'il aime faire lui ? Et qu'est-ce qu'il est en capacité de faire lui ? Surtout. Donc moi, c'est vraiment une des questions que je propose. Et vraiment, voilà, la vigilance par rapport aux parents. Est-ce que c'est mon projet ou est-ce le projet de l'enfant ? Après, ça peut être un projet familial, hein, parce qu'en général, quand vous avez regardé le film, quand vous regardez le reportage, on dit que, en fait, il y a des parents qui vont accompagner leurs enfants. C'est-à-dire que je pense que c'est pas forcément négatif. C'est-à-dire que si l'enfant il a le souhait d'être footballeur, ce que le parent doit faire, c'est de l'accompagner. C'est-à-dire que ça doit être un projet qui soit familial, pas que ce soit le projet que du parent. C'est-à-dire que l'enfant, parce que Kylian, c'est ce qu'il disait dans la série, enfin dans le reportage, c'est qu'il disait, moi j'avais envie d'être footballeur, j'avais envie d'être le meilleur. Et mes parents m'ont accompagné. Donc, c'est pas forcément que négatif. Après, ce qui va devenir négatif, c'est ce qu'on voit autour du terrain. Mais le fait d'accompagner l'enfant, c'est pas du tout négatif. Exactement. Moi, par exemple, je fais le parallèle avec mon fils. Mon fils fait du karaté à haut niveau. On l'accompagne. C'est-à-dire qu'il a envie d'être... En tout cas, il est bon dans ce qu'il fait parce qu'il a jamais dit « Maman, je veux faire du karaté ». Il l'a fait en loisir, mais il n'a jamais dit « je veux être champion de karaté ». On s'est rendu compte qu'il était bon au fil du temps. Et nous, en tant que parents, on va accompagner l'enfant, que ce soit dans les compétitions, dans son alimentation, parce que l'alimentation est importante. Et puis aussi scolairement, c'est-à-dire que l'école va l'accompagner également, parce que quand vous êtes bien au niveau scolaire, forcément, ça suit au niveau du sport. Donc je pense que le sport, l'école, donc l'école, le sport, la préparation physique, la préparation mentale, tout un ensemble pour que l'enfant puisse arriver à un résultat qui est champion de quelque chose. Donc je pense qu'il faut accompagner l'enfant dans son action, mais il faut que ce soit un choix familial, pas que le parent a décidé et l'enfant suit le... saine. Voilà, c'est ça, il faut que ce soit sain. Sans pression. Ouais, sans pression. Je trouve ça navrant que ce mouvement prenne une tournure comme celle-là. On dirait que les parents ont échoué quelque part dans leur enfance et puis font une projection sur leur enfant. Donc, à tout prix, il faut devenir champion. L'objectif, c'est pas vraiment de devenir champion, mais c'est de profiter du moment et surtout d'y avoir participé. Et je pense que ça s'oublie malheureusement. Et en réalité, je pense que si les parents mettaient autant d'engouement dans les études, parce qu'on parle du sport aujourd'hui, et il y a autant d'engouement autour du terrain, mais je pense que si les parents faisaient un peu d'effort, un petit peu d'effort, l'effort qu'ils mettent autour du terrain à être énervés, et qu'ils mettaient tout ça dans les études, on aurait des cadres partout. On n'aurait que ça. Sauf que, et je pense que aussi,
Je pense que la problématique, enfin, la responsabilité, elle vient de nous tous. Mais carrément. Parce que faut voir un petit peu. Vous avez vu les sommes? C'est ça, c'est les sommes. C'est ça, parce que quand vous entendez, des millions et des millions, c'est ça. Il y a de quoi, il y a de quoi, et se dire que, parce qu'il y a un tel gap entre ce que vous allez gagner en tant que salarié dans n'importe quelle entreprise et ce que vous allez gagner en tant que footballeur, ça aussi. Je pense que le fait que ça soit aussi qu'il y ait une déconnexion de salaire, ça rend fou les gens. Donc je pense que c'est ça qu'il faut remettre. Je pense que la faute, elle est globale. Elle vient de tous les acteurs. C'est-à-dire au niveau des sélections et puis même des acheteurs, ceux qui achètent les footballeurs ou les sportifs. Je trouve qu'à un moment donné, il faut... c'est que du sport. C'est que du sport. Mais ça prend des proportions trop. Enfin, sachant que c'est un sport quand même ultra concurrentiel, mais le nombre d'enfants qui disent qu'ils veulent être footballeurs professionnels. Enfin, je sais, quand on est enfant, on a envie de faire plein de choses. On voulait être maîtresse, pompier, qui n'avait pas des aspirations. Infirmière. Voilà. Et certains le réalisaient, d'autres non. Mais là, pour le foot, il y a un engouement fou et ils sont convaincus qu'ils feront ça et qu'ils aboutiront. Donc, moi, je leur souhaite bonne chance, mais je pense que c'est vraiment... Je pense qu'il faut quand même que les parents aussi prennent cette... Comment dire ? Essayer de diversifier les sports. Après, il y a un principe de réalité. Je suis désolée. Quand on voit sur nos écrans, quand même, des reportages qui ciblent spécifiquement le foot, déjà, le foot en lui-même, je trouve que c'est un sport qui est énormément mis en avant par rapport au volley, par rapport aux autres sports. Et je trouve que on ne dit pas assez, il n'y a pas suffisamment d'exemples qui disent « Bon, moi j'ai commencé par vouloir faire du foot et ensuite il s'est passé ça. Donc aujourd'hui, je me suis réorientée, etc. etc. » On n'en entend pas suffisamment. Il n'y a pas assez de visibilité là-dessus. Et je pense que tant qu'on ne verra pas, tant que les gens ne vont pas voir la réalité sur d'autres chaînes de télévision, d'autres types d'émissions, je pense que ça va rester tel quel. Il n'y aura pas d'évolution. Parce que, en fait, le réel espoir, c'est pas que l'enfant devienne un footballeur, c'est que la famille peut-être s'enrichisse. Quand on entend les sommes astronomiques pour un joueur, effectivement, tout le monde, c'est comme gagner au loto. Enfin, je veux dire, les gens s'imaginent ça. Alors que je pense qu'on devrait tous, autant qu'on soit, en tant qu'adultes, éducateurs et parents d'élèves, enfin peu importe, dire voilà quelle est la réalité et montrer des exemples de personnes qui ont commencé par faire du foot et qui ont arrêté, et pas que pour des ligaments croisés. Je suis désolée, c'est pas le seul motif pour lequel on arrête de faire du sport. Donc voilà, montrer une autre facette, ça pourrait aussi aider à combattre des représentations et ainsi permettre aux parents aussi de se décaler par rapport à cette euphorie qu'il y a autour du football. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que cette profession, c'est pas une finalité, car il y a aussi la reconversion derrière. Réfléchir aussi sur du long terme. Mais c'est de ça dont il s'agirait aussi. Moi, je vois pas beaucoup d'émissions qui disent voilà, un tel a commencé par faire du foot et finalement il s'est réorienté et aujourd'hui, peut-être en tant qu'ingénieur, il se plaît. Voilà. Il travaille pas forcément dans le domaine du sport, mais ça lui plaît. Il a un très bon cadre de vie. Pourtant, il y en a souvent quand même. Parce que le sport est important. En plus, le sport va forger ton mental. C'est-à-dire que quand tu fais du sport, déjà globalement un sport au quotidien déjà, ça t'aide. Alors quand tu fais du sport à haut niveau, ça te permet, déjà ça t'apprend la résilience, ça t'apprend l'endurance, la discipline, ça te donne beaucoup d'avantages que tu peux te servir dans la vie de tous les jours. Et surtout à vivre avec les autres. C'est ça. Et puis c'est ça. Que finalement, l'équipe, c'est quoi la solidarité? C'est quoi vivre dans un groupe? Enfin voilà, c'est quoi écouter tout le monde? Je pense qu'en tout cas, il y a de très belles valeurs dans le sport. À nous, adultes, d'être vigilants pour ne pas que ces valeurs soient entachées par une pression qui serait uniquement mercantile, pécuniaire. Exactement. Et toi, Djankeba, qu'est-ce que tu en penses en tant que mère de 4 petits garçons? Moi, je pense pareil. Après, c'est une question, comme elles ont dit, c'est une question d'argent aussi.
Parce qu'aujourd'hui, le foot, c'est le sport le plus populaire. S'il y a la Ligue des Champions, s'il y a des tournois à la télé, quand la France, ils ont gagné la coupe, peut-être, je pense qu'il y a d'autres sports où ils ont gagné la coupe, mais il n'y a pas eu autant d'ampleur. C'est clair. Donc, je pense qu'il y a ça aussi. Et tous les enfants, moi, je sais que j'ai 4 garçons. Et en tout cas, les 2 premiers, ils font du foot. Et celui d'après, moi, je lui ai dit, tu ne veux pas faire du tennis? Non, je vais faire du foot. Oui, Mbappé, Dembélé. En fait, c'est ça. En fait, ils ont ça dans la tête et ça va être un peu difficile parce qu'en fait, il n'y a que ça. Il n'y a que ça aujourd'hui. Les matchs sont là, ça parle de ça sur les réseaux sociaux, partout. Et après, voilà, c'est une question d'argent aujourd'hui. On va voir une personne qui a débuté aujourd'hui et demain, il a acheté une grosse villa. C'est ça. Voilà, il a acheté une grande voiture. Voilà, il a de l'argent. Il a changé de vie, quoi. Bah, c'est la donc après, c'est les parents, ils veulent une vie comme ça et tout, mais c'est vrai que je comprends pas les parents. C'est la communication qu'il y a autour du foot, en fait. C'est la communication qu'il y a autour. Exactement. Parce que quand vous avez un footballeur qui part, par exemple Mbappé qui vient de Bondy, bon, il avait quand même une vie modeste, et que là, vous le voyez dans une villa et qui prend l'avion tous les 4 matins, qui peut se permettre de changer parce qu'il a quand même changé la vie de ses parents. Donc je pense que quand on voit ça, eh ben on se dit pourquoi pas moi. Oui, mais en même temps, quand on voit ça, justement, c'est à ça aussi qu'il faudrait s'intéresser. Les journalistes ont un rôle assez important là-dessus. Hein, on est d'accord. Puisque finalement, c'est les médias, je dis les journalistes, mais les médias de façon générale, véhiculent et entretiennent cette idée du football. C'est une chose qu'on remarque beaucoup moins pour le basket, pour le tennis, pour le handball, le volleyball, enfin voilà. Et c'est ce que je trouve dommage. Alors finalement, à qui appartient ce rôle de diversifier les choses? Est-ce qu'il y a un intérêt économique ou pas? Certainement derrière. Hein. Si, je pense que c'est l'intérêt économique, parce que regardez, on va faire le parallèle avec le karaté. Le karaté, vous êtes champion du monde, vous n'avez rien. C'est-à-dire, vous ne gagnez même pas 1 000 €. Mais c'est absolument hallucinant. Alors que vous êtes champion du monde. Quand vous voyez le foot, vous êtes que dans une petite équipe. Par exemple, le Havre ou une petite équipe, vous gagnez déjà plus de 10 000 €. Dans un club, vous avez vu les champions, les joueurs de foot du Mali? Vous avez regardé un petit peu leurs salaires? C'est des salaires qui sont folles. Alors c'est normal. Quand vous voyez une équipe, le foot, où vous avez des salaires qui montent à des niveaux, et que vous regardez un autre sport comme le karaté ou encore le judo, où vous gagnez un petit peu, ou l'athlétisme, ou la natation, et encore la natation un petit peu. Mais quand vous voyez un petit peu, quand vous regardez la différence vous faites un comparatif, forcément vous comprenez pourquoi tout le monde veut faire du foot. Quand même, là-dedans. Après, le football, quand ça arrive, c'est tout le monde qui regarde. Vous voyez, le président, il est là, il saute partout. Alors qu'il n'y a pas d'autre sport où peut-être il va faire ça, quoi. Et ça, c'est le président de tous les pays. Du karaté. Hein, c'est d'où la question, est-ce que c'est donc volontaire de, on va dire... pousser les jeunes à vouloir faire ce sport au final. Et surtout, lorsqu'ils choisissent, on voit bien, comme tu l'as dit, les compétitions n'ont pas les mêmes finalités, n'ont pas les mêmes récompenses. Donc c'est clair qu'on veut tous l'ascension sociale. Et encore une fois, il faut le dire la réalité. Quand j'entends dans le magazine Madame Thériault, c'est Mélissa Thériault, qui dit que l'Île-de-France est le plus grand bassin de production de footballeurs devant le Brésil. Ouais. Mais là, des fois, je me pose vraiment la question. C'est quoi? C'est volontaire? C'est pour, proposer juste ce sport populaire aux jeunes de banlieue? C'est la seule possibilité d'ascension sociale? Ça veut dire ça? C'est soit le sport ou le foot. En plus, dans le sport, surtout le foot. Ça veut dire quoi concrètement? Quel exemple nous donnons? Quelles sont les opportunités pour les jeunes? Moi, c'est réellement ça la question que je me pose. C'est vrai. Après, ce serait bien quand même de mettre l'accent sur le travail qui a été effectué au début et pas sur l'ascension sociale, comme tu disais, ou la richesse, comme tu disais.
ce serait bien plutôt de montrer aux enfants que Mbappé, ok, il avait un rêve et il a travaillé pour en arriver là. Ah, c'est ça. Et je trouve que malheureusement, ils mettent pas assez l'accent sur ça. L'enfant, il veut tout de suite arriver à être riche. Aussi. C'est normal. J'ai écouté l'interview de son père quand on lui a posé la question par rapport au projet Mbappé. Il a dit, moi, en aucun cas, je suis parti avec mon fils sur un terrain pour lui dire, fais le tour du stade. Oui. C'était une passion, je l'ai accompagné. Et c'est ça, en fait. Donc, ça doit être une passion pour les enfants, les accompagner vers la passion, mais pas d'obliger un enfant à se lever à 7 heures du matin, fais 4 fois le tour du terrain parce qu'il faut que tu deviens Mbappé. C'est ça. C'est pas, en fait, c'est déjà, même pour eux, c'est fatigant. C'est pas... Voilà. Et puis il y a une réalité qu'il faut que les gens comprennent. Combien d'enfants rentrent en centre de formation et combien deviennent footballeurs. Les Mbappé, vous rentrez en centre de formation. Nous, on a énormément de jeunes dans notre entourage qui sont partis en centre de formation. Au bout de 6 mois, ils sont revenus. Parce que il faut être prêt. Parce que avoir le talent, c'est bien, mais il faut avoir aussi la discipline, le mental, et puis la famille aussi autour. Parce que je pense qu'Mbappé, il réussit, il a coché toutes ces cases-là, parce qu'il avait un environnement familial qui faisait qu'il a pu arriver à ce stade-là. Vous avez des enfants, vous avez des gamins qui sont très doués, mais au final qui ne font pas carrière. Vous avez aussi, par exemple, vous avez N'Golo Kanté. N'Golo Kanté, c'était pas le plus performant. Déjà, il était petit. Après, il avait un avantage, c'est qu'il était petit et rapide. Donc ça l'a aidé, mais surtout, il avait la discipline. Et vous avez plein de jeunes comme ça qui sont aujourd'hui sportifs de haut niveau parce qu'ils ont eu l'environnement ou ils ont eu le mental. Vous avez plein de gamins qui font du sport et finalement, ils ne font rien. Donc c'est pour ça que moi, je pense que la communication qu'on devrait véhiculer, c'est je travaille à l'école, je fais mon sport en même temps. Bon, après, si tu as de la chance d'avoir un environnement familial qui t'aide, tu peux monter. Mais au moins, si tu te casses la figure, au moins, tu as ton plan B. Ou ton plan A, quoi. Ça dépend pour qui. C'est ça, en fait. Mais c'est ça qui est important. Et ça, il faut le dire. Et, parce que rentrer en centre de formation ne veut pas dire que tu vas être footballeur. Exactement. C'est ça. Donc, pour clôturer le débat, laissez vos enfants vivre leur enfance, leur passion dans le calme et surtout à leur rythme. Oui. Accompagnez-les, encouragez-les sans mettre la pression. Le football n'est pas spécialement une finalité. Il y a aussi d'autres alternatives. Donc, merci mesdames, en tout cas, pour ce débat. Merci. Alors, le mot de la fin est pour toi, Jean Keba. Merci. En tout cas, ça a été un grand plaisir. Je vous donne rendez-vous le 10 avril pour le concert de Choc, un concert exceptionnel. Ça sera un concert, pas un saumon. Voilà. Pas seulement un saumon parce que... On espère, parce que franchement, on est fatigué. Là, j'ai vraiment envie d'emmener ce côté de jeunesse. Les gens, ils s'amusent, surtout, c'est le plus important. J'ai bien mis concert dédicace, il y aura un peu de dédicace, mais surtout, les gens, ils s'amusent du spectacle. Mais où on peut justement trouver... pour les billets, donc là, les places. C'est en ligne sur Billets Web. Okay. Donc, j'ai sur tous mes réseaux, TikTok, Instagram, Facebook. Donc, j'ai mis sur ma bio de tous mes réseaux. Donc, Billets Web, Diankemba Sora, des billets. Donc, il y a les préventes à 20 €. Sur place, 30 € et 50 € les VIP. D'accord. Noté. En tout cas, merci encore pour ta présence. Merci à vous, mesdames. Merci. C'est un plaisir de vous avoir une nouvelle fois de plus à mes côtés. Et merci à vous de nous avoir suivis. On clôture l'émission a cappella avec les Diabatés. Jingle. Nana fa omo sonye mari bari kamala.
Na sa omusonye na le barikalala. Foto no yedenye, foto bedo no yedenye. Monya lo ya silole, monya balo ya sijanya. Nena le munyore papa mama kubarika mama. Aisha le rankili konye na de balela. Tako le rankili konye na de balela. Beto le rankili konye na de balela. Monya lo ya siloli, munya balo ya sijanya. Donnez-moi les noms de les belles filles. Magali. Magali, Magali, ah Magali. Magali, Magali, ah Magali. Ah Bénédicte, Bénédicte. Monya lo ya tiloli, munya balo ya sijanya. Fatou, Fatoumata, Fatou, Fatoumata, Fatou, Fatoumata, les lions en débat.